Donc, c'est Bertrand Knebelman maintenant, que vous connaissez tous, néphrologie à Necker, qui va nous parler des innovations et des essais thérapeutiques dans le syndrome d'Alport. Merci Bertrand. Merci pour l'invitation, Laurence. Hop là. Donc, je vais vous parler un petit peu des traitements en cours et à venir dans le syndrome d'Alport. Hop. Voilà, on est prêt. Donc, je vais vous parler un petit peu des traitements en cours et à venir et récemment, des études récemment conclues ou arrêtées, malheureusement. Donc, une des difficultés dans le syndrome d'Alport pour les désigner des essais thérapeutiques, c'est l'hétérogénéité génétique dont Aude vous a bien parlé. J'aime bien cette diapo qui la résume de manière un peu brute sur le risque d'insuffisance rénale terminale, kidney failure, on doit dire maintenant, qui est quasiment de 100% pour les hommes liés à l'X, estimé à 20-25%, peut-être un peu moins pour les femmes liées à l'X, 100% pareil pour les formes récessives, que ce soit les hommes ou les femmes, et dans les formes dominantes, on ne sait pas très bien encore, mais à peu près 20%, mais si on compte les 1% de la population qui est un variant, ça sera encore moins que ça. Donc déjà, une hétérogénéité liée à la génétique, comme on le voit ici sur la cohorte CEMARA, qui est l'ancêtre de la cohorte radicaux, où on voit bien la survie rénale des patients liés à l'X, hommes en bleu et récessifs, hommes ou femmes, hommes liés à l'X en rouge et récessifs, hommes ou femmes en bleu, qui sont vraiment superposables et qui sera intéressant d'ailleurs d'éventuellement analyser ensemble dans des courbes de survie ou dans un essai thérapeutique, alors que les femmes ou les hommes qui ont une forme autosomique dominante, hommes ou femmes, ont une maladie beaucoup moins sévère. On a quelques données sur l'histoire naturelle, notamment sur la pente de baisse de la fonction rénale. On a assez peu de données, ce qui est un frein pour désigner des essais thérapeutiques, notamment dans ces maladies rares. Il y a l'étude Athéna qui n'est pas encore totalement publiée, qui avait, avant un essai thérapeutique par l'antimir 21 de Régulus, s'attachait à regarder l'histoire naturelle chez des sujets âgés de 12 à 65 ans, avec un DFG entre 45 et 90. Il y avait surtout des formes liées à l'X, mais une prédominance de femmes, avec un biais probablement vers des formes un peu moins sévères, et puis déjà pas mal de formes dominantes. Un âge moyen de 46 ans, un DFG au départ de 63 millilitres-minutes, mais avec de grands extrêmes. La moitié des patients avaient plus de 200 mg par gramme d'albuminurie, mais avec des grands extrêmes là encore. Et la grande majorité était sous inhibiteur du système rénine-angiotensine. L'étude avait été prévue pour 120 semaines, mais elle a été interrompue par le sponsor. On voit qu'on a pu observer quand même, elle est taquine cette souris, on a pu observer une baisse du DFG chez les hommes liés à l'X en bleu et chez les formes autosomiques récessives assez similaires, mais également chez les femmes liées à l'X, la pente était moins raide, elle partait de plus haut, mais on pouvait observer quelque chose. Et effectivement, les hommes liés à l'X avaient une pente en moyenne de 6 millilitres par minute par an de baisse, ce qui est rapide pour une maladie rénale. Les femmes liées à l'X, beaucoup moins, de 0,6 millilitres par minute. Les formes dominantes intermédiaires de 3 millilitres par minute. Et si on poule les formes rapides, on va dire, hommes liés à l'X et formes récessives, on était aux alentours de moins 7 millilitres par minute. Donc, c'est vraiment des formes rapidement progressives pour une maladie rénale. Et un des déterminants de la rapidité de progression, c'est la protéinurie, puisque si on sépare arbitrairement, après avoir testé plusieurs cut-off, les patients qui avaient au départ de l'étude une protéinurie inférieure à 2 grammes ou supérieure à 2 grammes, on voit que la progression n'est pas la même. En bleu, ceux qui avaient une protéinurie modérée perdaient 1,3 ml par minute par an, et ceux qui avaient une protéinurie supérieure à 2 grammes, franchement élevée, perdaient 10 ml par minute par an. Donc on voit que ces critères seront importants dans tous les essais thérapeutiques, de savoir quels patients, avec quel niveau de protéinurie on va inclure dans les essais, et pas ceux qui n'ont pas du tout de protéinurie, qui ne vont pas progresser ou trop lentement pour le temps d'un essai. Alors les cibles thérapeutiques, il y en a nombreuses, elles sont nombreuses. Il y a le gene editing, dont vous a parlé avec les assos dont vient de vous parler Jessica. L'exon skipping, c'est plutôt cette approche
qui sont en train de développer. Le rétrothérapie, on en parlera juste un petit peu. Il y a des approches de chaperone qui visent à faire en sorte que l'ARN et surtout les protéines de collagène anormales soient protégées et mieux synthétisées dans la matrice extracellulaire. Et puis, il y a des approches hémodynamiques, on va dire, et rénoprotectrices, les inhibiteurs de symbrin-angiotensine que vous connaissez bien, les inhibiteurs de GLT2, les flozines, qui sont devenus un standard des traitements des néphropathies glomérulaires, et puis d'autres approches dont on va parler qui agissent probablement plus sur le tube et la fibrose interstitielle que sur le glomérule, mais parfois les deux. Alors, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, on les utilise depuis 30 ans bientôt, à quel point ils protègent dans la maladie d'Alport et quand faut-il les donner. Alors, ils protègent, c'est une certitude. On a cette étude rétrospective d'Oliver Gross à laquelle on avait participé avec 4 groupes de patients, ceux qui n'ont jamais reçu d'inhibiteur d'enzymes de conversion, avec une survie historique de 50% de survie rénale à 22 ans, ceux qui sont traités tardivement quand ils sont déjà au stade CKD3, c'est-à-dire moins de 60 de DFG. À ce moment-là, on décale un petit peu la survie rénale vers 25 ans. Ceux qui sont traités tardivement avec une protéinurie supérieure à 3 grammes, à ce moment-là, on est plutôt vers 40 ans de survie rénale. Et ceux qui sont traités très tôt, au stade microalbuminurie, qui n'avaient pas, dans cette étude, atteint l'insuffisance rénale. Ce qui ne veut pas dire qu'ils l'atteindront jamais, le nombre de patients était très petit. Donc, un effet protecteur qui est retrouvé dans cette étude rétrospective avec toutes ses limites. Qu'en est-il en termes rétrospectifs? Quand on analyse toutes les données, il y a une méta-analyse toute récente sortie dans NDT qui montre qu'on a un hazard ratio de 0,33 en termes de risque d'insuffisance rénale terminale chez ceux qui sont traités versus ceux qui ne sont pas traités, sachant qu'il y a peu d'études et beaucoup de biais quand même dans ces études. Mais donc un effet protecteur certain et tout le monde l'utilise. La question, c'est plus quand doit-on l'utiliser? Oliver Gross a essayé de répondre à cette question. Faut-il traiter très tôt? Et il a voulu faire un essai randomisé en aveugle chez des enfants de plus de 2 ans qui avaient soit juste une hématurie, soit une hématurie et une microalbuminurie, et les traiter soit par placebo, soit par ramipril. Malheureusement, le taux d'inclusion a été très faible puisqu'il y avait 11 patients dans le groupe placebo et 9 dans le groupe ramipril. Un des intérêts, c'était d'étudier la safety, la sécurité. Il n'y a pas eu d'effets secondaires plus fréquents dans le groupe ramipril. En termes d'efficacité, c'est un peu plus dur à analyser. On va regarder sur celle-là. Si on regarde sur la progression, ceux qui étaient randomisés, il y en a 3 sur 11 qui passent au stade supérieur, c'est-à-dire microalbuminurie ou macroprotéinurie. Et il y en a dans le groupe placebo 5 sur 9. 27% d'un côté, 55% de l'autre, mais ce n'est pas significatif vu le petit effectif. Après, il a utilisé des données d'observation à la fois de sa cohorte en Allemagne et de la cohorte de Cliff Cashtan aux États-Unis. Et en les poulant, on avait une tendance à faire en sorte qu'il y avait moins de patients sous ramipril qui progressaient au stade supérieur de la maladie par rapport au placebo, mais ça n'atteignait pas la significativité. Donc, je pense qu'on n'a pas la réponse à faut-il traiter des enfants de 2, 3, 5 ans, même s'il y a une mutation sévère dans la famille, qui n'ont pas de microalbuminurie, faut-il déjà les traiter? Eux ont répondu oui, Oliver Gross et Cliff Cashtan dans cet éditorial de pédiatrique néphrologie, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, et d'autres experts non plus, on n'a pas encore assez d'evidence-based. Alors, on les donne de toute façon assez tôt, dès qu'il y a une microalbuminurie, c'est sûr, à dose maximale tolérée pour faire baisser la protéinurie, parce qu'au bout d'un moment, il y a un échappement. Je ne vous montre pas la diapositive, mais on a vu ça, la protéinurie qui baisse de manière significative réapparaît après, au bout de quelques années. Le nouveau venu, c'est les inhibiteurs de SGLT2, qui sont des médicaments qui bloquent un transporteur de glucose, donc la réabsorption du glucose en bloquant ce canal ici SGLT2, font pisser du glucose. Alors pourquoi ça protège le rein? En partie par un effet hémodynamique, ça agit sur le flux de sodium et sur l'hémodynamique du glomérule, ça va agir sur la trariole efférente et entraîner une vasoconstriction et donc moins de pression dans le glomérule pour faire simple. Et ça va agir probablement en synergie avec les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Et donc, il y a très, très nombreuses études qui ont montré un effet très clair dans la maladie rénale chronique en général, pas que dans la néphropathie diabétique,
qui s'appelle DAPA-CKD et AMPA qui naît plus récemment, avec 2 molécules, la dapagliflozine et l'empagliflozine. Et la dernière étude a élargi le spectre des patients qui pourraient en bénéficier, qui sont ceux qui ont un DFG inférieur à 70, et ça marche mieux quand même quand il y a une petite protéinurie au-dessus de 200 mg par gramme. Il y avait bien sûr très peu de patients Alport dans ces 7000 et quelques patients, très très grosse étude de maladie rénale chronique. Dans l'Alport, on n'a pas beaucoup de données. Il y a des données chez l'animal qui montrent que SGLT2 est surexprimé dans les souris Alport, quel que soit le fond génétique, par rapport à des souris sauvages. Et tout récemment, sur un papier qui vient juste d'être publié dans eLife du groupe d'Alessia Fornoni, qui a traité des souris Alport inactivées pour COL4A3, soit par l'empagliflozine, donc une des 2 glyphosines qu'on utilise couramment, soit par le ramipril, mais ça y est pas là-dessus. Et ils ont montré qu'il y avait une amélioration de la survie rénale en noir les souris traitées par empagliflozine versus ici en rouge. Donc on décale la survie rénale d'une vingtaine de jours. Il n'y avait pas de modification de la glycémie. Et puis, elle a montré son dada, qui est une amélioration des gouttelettes lipidiques dans les glomérules sous empagliflozine par rapport au placebo. Chez l'homme, on n'a pas grand-chose. On a quelques cas rapportés par Oliver Gross, où il mélangeait un peu des patients Alport et des patients avec une hyaline segmentaire et focale, montrant que sous glyphosine, on avait une baisse de la protéinurie, ici en orange. Je vais arrêter de toucher cette souris, je crois. En orange foncé sur le panel de droite par rapport en orange clair en baseline. Il y avait une baisse de près de 40% de la protéinurie, mais vraiment des tout petits effectifs mélangés. Ça reste à confirmer. On l'utilise, nous, maintenant en routine. On a une vingtaine de patients Alport ici traités par glyphosine, en plus d'un inhibiteur d'enzyme de conversion. Et on va essayer de récolter ces résultats, de les pouler avec ceux d'Oliver Gross en Allemagne. Alors, des traitements plus innovants, il y avait la bardoxolone qui avait été essayée dans la néphropathie diabétique il y a longtemps et abandonnée. C'est une molécule en gros qui protège la cellule rénale podocytaire, mais surtout tubulaire peut-être, de l'inflammation induite par la voie NF-κB et des là je touche plus, des ROS, et qui a un effet possiblement protecteur et qui a la particularité de faire augmenter le débit de filtration glomérulaire, ce qui avait été observé dans des essais dans le cancer initialement, puis dans la néphropathie diabétique où ça avait été arrêté pour des effets secondaires cardiaques. Un essai a été fait d'abord chez la souris avec un analogue de la bardoxolone qui montrait une petite amélioration de la survie rénale. D'autres essais dans d'autres modèles étaient également plutôt encourageants. Il y a une phase 3 auquel on a participé en France, qui maintenant est publiée, qui a utilisé la bardoxolone sur 2 ans chez des patients qui avaient un DFG entre 30 et 90, entre 12 et 70 ans. Et ce qu'on regardait, c'était le DFG. Là, on ne s'intéressait pas du tout à la protéinurie, c'était vraiment sur la fonction rénale. C'est une molécule qui a un mode d'action particulier qui ne fait pas baisser, voire qui fait augmenter la protéinurie. Un des petits biais, c'est qu'il y avait pas mal de femmes Lialix dans cette étude, donc peut-être un peu moins sévère, mais il y avait quand même un nombre assez significatif de formes d'hommes Lialix avec une forme sévère. Et donc, on observe sur le panel de gauche le DFG à 1 an qui monte très rapidement, qui se stabilise après par rapport au placebo où il continue de baisser. Quand on arrête le traitement, c'était dans le protocole initial 4 semaines, le DFG rebaisse et on redémarre le traitement. Il remonte, se stabilise un peu à un niveau au bout de 100 semaines qui est significativement plus élevé que celui du groupe placebo. Et 4 semaines après l'arrêt du traitement, le DFG rebaisse, mais reste quand même supérieur de 4 millilitres par rapport au placebo. Donc, ces résultats ont été analysés dans tous les sens, finalement publiés dans Clinical JSN, mais la FDA, au vu de ces résultats, considérait qu'ils n'étaient pas assez probants. Il y a eu des grosses batailles de statistiques. Et puis, une étude d'extension était en cours qui s'appelait Eagle. Et la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, on a appris que Reata a arrêté tout essai dans les maladies rénales chroniques
avec l'arbadoxolone, à la fois dans le syndrome d'Alport, l'étude d'extension Eagle, et dans la polykystose, l'étude Falcon, en raison des résultats parvenus du Japon, qui sont des résultats dans la néphropathie diabétique, une grande phase 3, où ils ont analysé le pourcentage de patients qui avaient une baisse de 30% du DFG ou qui arrivaient en dialyse. C'est un critère combiné. Ça sort dans le critère combiné apparemment, mais si on regarde que les patients qui arrivent en dialyse, enfin stradale terminale, il n'y avait pas de différence entre l'arbadoxolone et le placebo. Et donc, ils ont décidé abruptement d'interrompre tout le programme, d'autant plus que leur molécule a été acceptée, enfin un petit cousin, on va dire, dans une maladie neurologique qui n'a rien à voir, qui est l'ataxie de Friedreich. Donc, je pense qu'ils mettent toutes leurs forces et leurs moyens dans cette maladie, et je ne suis pas sûr qu'on revoie la bardoxolone dans les maladies rénales. Donc, c'était un coup dur. Moi, j'avais pas mal de patients qui étaient impliqués dans cette étude depuis Cardinal. L'antimir, aussi, c'est une histoire qui se finit mal. Très prometteur chez la souris. Ça diminue la fibrose, ça améliore la fonction rénale, ça améliore la survie en bleu par rapport en rouge des souris COL4A3 inactivées, donc un modèle d'Alport récessif, on va dire. L'étude de Régulus, au départ reprise par Sanofi, qui s'appelait ERA, une phase 2 randomisée en double aveugle, avec une injection de cet anti-petit MIR, anti-micro-ARN, une injection sous-cutanée toutes les semaines, et des patients qui avaient été sélectionnés d'après les résultats d'Athéna pour être des rapides progresseurs, avec une baisse du DFG rapide, une protéinurie élevée, ou un DFG déjà un peu bas chez un âge jeune à moins de 20 ans. Donc là aussi, la France, 2 centres participés, à Toulouse et ici à Toulouse chez Dominique Chauveau et ici à Necker. Et l'analyse de futilité qui est sortie un peu après l'été dernier est négative et l'essai a été interrompu. Alors, il y a en cours des inhibiteurs de l'endothéline. Sans entrer dans le détail, l'endothéline, c'est une voie de signalisation extrêmement complexe. L'endothéline 1 qui a plusieurs récepteurs A ou B. Rien que le A est présent dans de nombreuses cellules dans le rein, vasculaires, podocytes, tubules, mésangiomes, cellules inflammatoires. Et donc, ça fait une quinzaine d'années qu'on a développé des antagonistes de l'endothéline, à la fois pour l'hypertension artérielle, pour l'hypertension artérielle pulmonaire, où ils sont utilisés également, et puis pour la maladie rénale chronique, notamment dans le diabète, où l'effet a été montré récemment de manière assez convaincante. Une des molécules utilisées du laboratoire Travere est le sparsentan, qui est un double bloqueur à la fois de ce récepteur de l'endothéline de type A et également du récepteur de l'angiotensine 2 de type 1, c'est-à-dire comme un Zartan, irbesartan et compagnie. Et il teste cette molécule dans deux pathologies principalement, la néphropathie IgA, et la FDA vient d'approuver sur des résultats intermédiaires sur la protéinurie, le sparsentan dans la néphropathie IgA. La grande étude de phase 3 Protect est encore en cours. Et puis, dans la hyalino-segmentaire et focale, ce que je vais vous montrer. Bon, ça, je vais passer, c'est la synergie. Dans la hyalino-segmentaire et focale, l'étude de phase 3 est encore en cours. Ils avaient une étude intermédiaire à 36 semaines qui montrait une baisse significative de la protéinurie avec un nombre de patients presque double qui atteignait un critère de réduction de protéinurie, moins de 1,5 g ou 40% de réduction. Tout récemment, malheureusement, il semblerait que l'étude sur le DFG, enfin les résultats sur le DFG ne sortent pas de manière significative, mais l'étude continue quand même, à la fois l'étude de phase 3 et l'étude d'extension en ouvert. Cette molécule est testée également chez l'enfant actuellement dans une étude de ce qu'on appelle une basket study. C'est très à la mode, c'est-à-dire que la même molécule va être testée dans plusieurs pathologies à la fois. Ça permet de kill two birds with one stone, comme disent les anglo-saxons, et effectivement, c'est plus efficace et moins coûteux. Donc là, dans cette étude, ils vont tester la molécule dans la néphropathie IgA et dans l'Alport, chez des patients qui ont un DFG supérieur à 30, et une protéinurie significative supérieure à 1 gramme chez des enfants entre 2 et 18 ans qui ont un syndrome d'Alport de tout type, sauf les familiales X. C'est une question qui se pose maintenant beaucoup dans tous les essais thérapeutiques. Est-ce qu'on doit ou non inclure les familiales X du fait de leur progression beaucoup plus lente et de l'hétérogénéité? Et puis là, ce qu'on regardera, c'est l'effet sur la protéinurie surtout et en critères primaires.
Donc, on n'a aucune donnée. C'est une classe thérapeutique qui génère beaucoup d'intérêt. Elle est développée par plusieurs pharma. Et il y a une autre molécule qui a été testée dans l'éphropathie diabétique avec efficacité, qui est l'atrasentan, et qui l'a étudiée aussi dans une basket study, entre guillemets, à la fois dans l'IGA, dans le PORT, et la hyalino segmentaire et focale, cette fois-ci chez l'adulte, avec des critères d'inclusion un peu différents. Et les inclusions sont quasi terminées, je crois, mais on n'a aucun résultat. Une approche plus originale est celle qui va cibler la lipotoxicité. On sait depuis longtemps qu'il y a une accumulation de lipides dans de nombreuses maladies rénales. On voit d'ailleurs parfois dans le syndrome d'Alport des macrophages remplis de graisse sur les biopsies rénales, macrophages un peu spumeux, qu'on appelle lipophages aussi, mais finalement dans beaucoup de maladies protéinuriques. Et on sait qu'on retrouve beaucoup de lipides également dans les urines qui deviennent mousseuses en cas de protéinurie abondante. Et ces lipides ont probablement un rôle important dans la transduction du signal de beaucoup de voies et ont un rôle qui favorise l'inflammation et la fibrose probablement par des mécanismes assez complexes. Les podocytes sont équipés aussi pour réguler le métabolisme des lipides et notamment du cholestérol, et ils luttent contre la surcharge en cholestérol en l'expulsant des cellules par un transporteur qui s'appelle ABCA1, qui est désigné ici. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la voie, où je m'y perds un peu moi aussi, pour vous dire la vérité. Un peu compliqué ces lipides. Alors c'est intéressant parce que d'abord, l'accumulation de lipides, on sait que ça peut être toxique sur le rein. Là encore, des maladies très rares peuvent être informatives. On connaît le déficit en L4, lécithine-cholestérol acyltransférase, qui donne des lésions à la fois oculaires et au niveau du rein, avec des anomalies d'accumulation de lipides dans le rein qui peuvent donner une protéinurie d'insuffisance rénale. Et puis, il y a une maladie encore plus rare, qui est la maladie de Tangier, qui est un déficit en ABCA1, qui cette fois-ci va donner des anomalies des lipides, une athérosclérose, une hépatomégalie, des anomalies oculaires et également, dans les rares cas qui ont été étudiés, une protéinurie et des podocytes gorgés de lipides. D'où l'idée développée notamment par Alessia Fornani à Miami, qui travaille là-dessus depuis une dizaine d'années, d'utiliser cette molécule, entre autres, il y en a plusieurs, qui est un stimulateur d'ABCA1 pour faire sortir le cholestérol des podocytes. Ils ont retrouvé dans plusieurs modèles de néphropathie Alport ou induits par la dériamycine l'accumulation de gouttelettes de lipides, comme vous voyez ici en rouge, par rapport à un rein normal. Et quand on traite avec le composé, on fait disparaître ces gouttelettes de lipides comme c'est représenté ici. Et de ce fait aussi, on améliore la protéinurie, comme on va le voir, et la fonction rénale. Elle a testé ça dans plusieurs modèles, diabète, FSGS et l'Alport, bien sûr. C'est pour ça que je vous en parle. On voit que les souris KO développent des lésions rénales. J'ai du mal avec cette souris. Développe une protéinurie qui est diminuée en rouge ici par rapport en noir par ce composé inducteur d'ABCA1. La créatinine est abaissée, l'urée de même, et l'expansion mésangiale aussi. Et cerise sur le gâteau, la survie des souris, même si le nombre de souris est très faible, et Fabiola revient toujours là-dessus, on rigole en regardant parfois les papiers d'Alessia Fornani, tout ce qu'elle publie c'est magnifique, mais il y a assez peu de souris en général dans chaque groupe, mais ça sort de manière très significative, elle publie dans des assez bons journaux. Ici c'est Nature Communication. Donc l'idée a été de développer cette molécule dans un essai. C'est une première boîte, Liponex, qui avait repris cette molécule. Là, c'est une autre qui s'appelle R3R, qui est une toute petite boîte aux États-Unis, et de traiter à la fois des patients atteints de syndrome d'Alport et FSGS par cette molécule. On va cibler pour le syndrome d'Alport des adultes et des enfants de plus de 12 ans, avec un diagnostic confirmé par biopsie ou par génétique, une protéinurie de plus d'1 gramme, un DFG supérieur à 45, et comme toujours dans tous les essais sur le syndrome d'Alport, un traitement stable à dose maximum tolérée par blocage système rénine-angiotensine. Voilà, donc ça va débuter, on devrait débuter dans les semaines prochaines en France, et ça a débuté déjà aux États-Unis. Il y a d'autres choses un peu plus exotiques qui sont testées. Nos amis chinois ont publié une petite étude avec l'hydroxychloroquine qu'on utilise par exemple dans le lupus, dans le Covid, vous en avez entendu parler,
qui a un essai dans la néphropathie IgA en France, un PHRC en cours. Ils l'ont testé dans les syndromes d'Alport, chez des enfants principalement, et montré alors que ça diminue l'hématurie. Première fois que je vois un essai où on s'intéresse à l'hématurie. C'est assez original, on ne sait pas si du tout c'est une valeur pronostique, mais ils ont montré que si on traitait les patients entre le baseline, ceux qui avaient plus de 100 hématuries par champ, ou entre 50 et 100 et moins de 50, on passait de beaucoup de noir, c'est-à-dire beaucoup d'hématies, à quasiment plus de noir et que du gris après 6 mois, donc moins d'hématuries, ce qui serait un signe d'activité. Et ils ont développé un essai qui est dans Clinical Trials et qui a dû débuter avec comme critère primaire de jugement l'hématurie, ce qui est tout à fait étonnant, pour ne pas dire plus. Alors, il y a une autre approche plus originale qui va, elle, se restreindre à un petit nombre de patients. Ça, c'est une boîte Elox qui a développé une molécule, c'est une histoire qui est connue depuis une vingtaine d'années, c'est des analogues des aminosides, des antibiotiques, qui ont la particularité de faire que, elles vont se lier au ribosome et faire que la machinerie cellulaire va pouvoir passer sur un codon stop. Je ne vous fais pas le détail, mais vous avez vu un peu ce que Jessica vous a montré tout à l'heure. Donc, ça avait été testé déjà par une boîte qui s'appelait PTC dans la mucoviscidose, dans la myopathie de Duchenne. Ça avait été arrêté pour des problèmes de toxicité. Et là, ils ont un nouveau composé de recettes un peu secrètes. Ils l'ont testé sur des modèles cellulaires et également chez la souris, dans le laboratoire de Jeff Miner à Saint-Louis, qui est vraiment un des très bons experts du syndrome d'Alport chez la souris. Et ils ont montré que dans les cellules, en tout cas, quand on mettait un col4A5 avec une mutation qui normalement fait quasiment pas de protéines normales, et bien avec des doses croissantes de cette molécule, on faisait réapparaître la sécrétion de la chaîne alpha-5 du collagène 4, chaîne alpha-5, pardon, exactement, dans le surnageant des cellules. Et donc, ils l'ont testé également chez la souris, on n'a pas beaucoup de données, mais ils sont partis pour une étude de phase 2 ouverte, un tout petit nombre de patients, 8, qui va, à ma connaissance, avoir lieu uniquement en Angleterre et chez notamment Dan Higel qui va nous parler tout à l'heure. Donc, ces mutations non-sens, à peu près 7% des mutations du syndrome d'Alport. En gros, c'est à peu près 10% de toutes les mutations dans les maladies génétiques. Donc, une approche très intéressante et on aura la réponse assez vite, en tout cas, sur la protéinurie, puisque c'est un essai très court. En préclinique, il y a d'autres analogues, d'autres voies qui sont testées, mais je vais passer vite parce que je crois que j'arrive au bout de mon temps, Laurence. Là, c'est l'équipe de Jeff Miner encore, un analogue de PIPAR delta. Alors, PIPAR gamma a beaucoup été utilisé, PIPAR delta un peu moins. Ils ont montré dans un modèle de souris que l'analogue de PIPAR delta avait un effet qui s'appelle REN001, un effet tout à fait significatif sur la glomérulosclérose, la fibrose au plan histologique, l'albuminurie et la fonction rénale jugée sur l'urée. Et il y a un essai qui va probablement débuter. Je ne sais pas si l'Europe et la France seront partie de cet essai. Le gene editing, Jessica vous en a parlé. Elle ne vous a quand même pas dit que ça a déjà été publié dans Nature Communication par nos amis japonais, et non seulement dans les cellules ou des organoïdes, mais également chez la souris. Et donc, ils ont montré que leur oligo-antisense atteignait les podocytes quand il était injecté en intrapéritonéal chez la souris, et qu'on restaurait une sécrétion au moins partielle de la chaîne alpha-5 du collagène 4, et qu'ils amélioraient l'histologie du syndrome d'Alport chez ces souris et même la survie des souris. Donc, c'est vraiment une approche tout à fait faisable. Ils sont en train, avec Takeda, de développer ça chez l'homme. Donc, il y a une course, Jessica, avec les Japonais. Hein. Il va falloir accélérer là. Mais c'est vraiment très prometteur. Voilà une petite diapo que j'ai empruntée à Calidatis, qui est une boîte qui fait le Senataxib, qui est un inhibiteur de NOX, qui va débuter un essai, qui devait inclure la France. J'ai appris avant-hier qu'elle ne serait pas incluse, notamment parce qu'apparemment certains centres que j'avais donnés n'ont pas été très répondeurs à leurs mails successifs. No comments, donc nous ne serons pas partie de cet essai. Il y a d'autres molécules dont je ne vais pas vous parler, sauf le Vonafexor, puisque nous avons Fabiola qui va nous parler de cette molécule développée par Ennio Pharma, dont nous avons ici un des augustes représentants. Et Fabiola va vous parler de cette molécule tout à l'heure. Voilà, il y a encore quelle autre piste. Donc de l'espoir, malgré ces mauvaises nouvelles récentes sur l'anti-MIR21
et la bardoxolone pour de nouvelles molécules dans les années qui viennent. Beaucoup d'espoir. Je vous remercie. Non, tu n'as pas dépassé. On avait ce retard-là avant que tu démarres, donc ça va très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Bonjour Bertrand, J'ai oublié de mettre l'effet des inhibiteurs de l'endothéline sur l'oreille. J'avais la diapo prête. Ok, donc c'est une question de béotienne totale, Alport. J'ai vu que tu montrais beaucoup d'essais qui utilisent une souris qui est Col4A3, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de souris Col4A5? Si, il y en a, par exemple, les Japonais dans leur gene ça, j'ai vu, mais dans tous les autres essais, tu montrais Col4A3. La plupart des gens utilisent Col4A3. Parce qu'il y a moins de elles mortalité, existent depuis plus longtemps, c'est plus facile à utiliser. D'accord. Mais ça existe. Oui, elles sont utilisées par quelques groupes, absolument. Parce que c'est quand même pas la forme la plus fréquente, Col4A3. Non, mais on a quand même toute raison de penser que ça serait pareil. La physiopathologie de la maladie est quand même très similaire. Que la fibrose. Sur ce qu'on voit chez l'homme ou chez l'animal, ça ressemble vraiment beaucoup. Ou même sur des études transcriptomiques, etc. C'est le même. Après, sur les histoires de souris, ça, il faut demander à Fabiola. Sur le timing. Mais elle va en parler. Oui, c'est ça, le fond génétique. Le fond génétique joue un rôle important. Fabiola va en parler sûrement. La sévérité selon le fond génétique est très variable pour la maladie rénale, rien que pour les Col4A3. Oui, d'accord. Bon, une petite question de béotienne. Et donc oui, ce que j'ai oublié de dire pour le sparsentan, c'est qu'il y a eu une étude chez la souris avec des antagonistes de l'endothéline, le groupe de Dominique Cosgrove aux États-Unis avec une collègue spécialité de l'oreille, où ils amélioraient la structure de l'oreille des souris Alport et les tests auditifs. Donc on peut espérer, et il y aura des tests auditifs dans cet essai, éventuellement avoir un effet. Assez générale. Est-ce que tu penses que pour l'Alport, on peut parler d'une seule thérapie? Ou est-ce que tu penses que, bon, c'est à la mode, bien sûr, mais qu'on peut réfléchir en termes de personalized medicine, c'est-à-dire que donc il pourrait y avoir des patients qui bénéficient, à part bien sûr le gene editing, par définition, c'est mutation spécifique, mais est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir des spécificités selon les malades et que donc on aurait intérêt à trouver des biomarqueurs capables de prédire quelle thérapie pourrait mieux marcher par rapport à d'autres? Oui, je pense vraiment. On n'a pas aujourd'hui les moyens, mais il est certain que comme dans beaucoup de pathologies chez l'homme, il y a des non-répondeurs, même quand globalement, la dapagliflozine, ce n'est pas le médicament miracle non plus. Hein. On voit qu'il y a des gens qui ne répondent pas beaucoup. Moi, j'ai traité aussi sans d'Alport, la protéinurie, je ne l'ai pas vu beaucoup baisser. Hein. Donc, il y a des répondeurs et des non-répondeurs, c'est certain, et on manque de biomarqueurs. Hein. C'est vraiment indispensable. Il y en a un, c'est le MCP1 qui est montré dans l'Alport. On a discuté, il y en a d'autres, mais il est indispensable qu'on identifie des biomarqueurs pour voir rapidement quel patient va être répondeur ou non à un médicament. Et pas attendre 2 ans à chaque fois pour voir les résultats d'un essai sur la fonction rénale. C'est un peu le problème qu'on a avec toutes les maladies rénales chroniques. Et Bertrand, tu peux nous redire pour quelle raison, je ne sais plus le terme que tu as employé, mais l'essai avec l'antimir a été interrompu en termes de… C'est l'analyse de futilité. C'est-à-dire qu'avant que l'étude soit finie, on détermine une période intermédiaire, une fois qu'on a inclus un tiers, la moitié, et on regarde sur le critère de jugement qui en général est le critère primaire, sur le DFG, mais parfois ça peut être la protéinurie, s'il y a un effet ou non. Et ils estiment s'il y a 0 effet en faisant leur stat, même si on continue l'essai avec plus de patients et plus de temps, on ne pourra pas montrer d'effet positif. Il y a une question dans le chat. Est-ce que vous pouvez expliciter sur les mécanismes des analogues des aminosides et aussi est-ce que la baisse de l'hématurie avec l'hydroxychloroquine a un impact sur la progression de la maladie rénale? Alors, je vais commencer par la deuxième partie, c'est j'en sais rien. Voilà. Ils ont tous une hématurie microscopique, c'est vrai, nos patients. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont amusés à regarder la valeur pronostique de l'importance de l'hématurie. Je crois qu'il y a un très vieux papier qui donnait un peu d'importance à l'hématurie macroscopique. Voilà. Alors après, il faut se méfier de ces études. Dans l'IGA, on a dit longtemps que l'hématurie macroscopique était un facteur de bon pronostic. C'est peut-être parce qu'on les dépiste tôt. Maintenant, il commence à y avoir des études qui disent l'inverse. Donc, je n'ai aucune idée.
Après, sur le mécanisme des analogues des aminosides, Jessica, qui est une spécialiste maintenant de biologie moléculaire, va peut-être pouvoir répondre. Non, je ne peux pas dire plus que ça permet de lire, de passer à travers un codon stop. Mais je ne peux pas vous faire le petit schéma. Je l'ai su il y a un petit moment, mais je ne sais plus. Laurence, je ne sais plus, mais c'est des histoires de ribosomes et de... Le but, c'est de donner, au lieu de l'absence de protéines, on va avoir une protéine plus courte. Ah non, non, ce n'est pas ça, non. Forcément, pas forcément, ça dépend des molécules. Parce que... Ils ne t'entendent pas, Sandra. Ça dépend où est placée ta mutation, mais ça peut être ça. Mais l'idée aussi, c'est de passer un stop. C'est de passer un stop. Et donc, à ce moment-là, la protéine peut être prolongée. Voilà, elle peut être prolongée, elle peut être plus courte, elle peut avoir un morceau en moins. Elle peut... Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le fait d'avoir une protéine qui n'est pas entière ou qui n'est pas celle qui est physiologique à la place de pas du tout de protéines. C'est ça le principe. Voilà, ce qui n'est pas... Les mécanismes sont connus quand même du read-through vraiment sur le codon stop, mais je ne sais plus non plus. Ok, merci beaucoup. Eh bien, merci. Bravo.